Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. L'enfant n'aurait pas dû être là. Pas dans cette clairière. Pas seul. Pas en train de prendre des inspirations courtes et désespérées qui agitaient à peine le givre sur ses lèvres. Gideon Pratt se tenait à 1 mètre de la petite forme recroquevillée contre la base du chêne, son fusil lâche dans une main, son souffle formant des nuages dans l'air glacial. Il avait entendu quelque chose en vérifiant la ligne de clôture. Pas un animal, autre chose, quelque chose qui lui avait hérissé les poils de la nuque avec un instinct qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Quand il s'était frayé un chemin à travers les branches chargées de neige, il l'avait trouvée, une enfant comanche, âgée d'environ 8 ans. Ses vêtements en peau de cerf étaient trempés, ses cheveux noirs emmêlés par la glace, ses petites mains rentrées contre sa poitrine. Elle ne bougeait pas. Mais 3 ans plus tôt, Gideon avait enterré son propre fils dans une terre si gelée qu'il avait eu besoin d'une hache pour la briser. Il savait à quoi ressemblait un enfant mort. Celle-ci se battait encore. Le vent hurlait à travers les arbres alors que Gideon s'agenouillait à côté d'elle. Sa peau avait la couleur de la cendre, ses lèvres étaient d'un bleu pâle. Il retira son lourd manteau et l'enveloppa autour de son petit corps. Quand il la souleva, elle ne pesait presque rien. Sa tête se balança contre son épaule, et pendant un terrible instant, il crut s'être trompé, qu'elle était déjà partie. Puis ses doigts tressaillirent. Juste une fois, juste assez. Gideon se retourna et entama la marche d'un demi-mille jusqu'à sa cabane, ses bottes craquant dans la neige qui lui arrivait au-dessus des genoux. Chaque inspiration lui brûlait les poumons. Le visage de l'enfant était pressé contre sa poitrine, et il pouvait sentir le battement faible et irrégulier de son cœur à travers les couches de vêtements. Il accéléra le pas. Le ciel au-dessus était de la couleur de l'acier, promettant plus de neige avant la tombée de la nuit. Sa propriété se trouvait à la lisière d'un territoire où les colons blancs s'aventuraient rarement. Trop de raids, trop de corps, trop de sang versé. Gideon était resté parce qu'il n'avait nulle part où aller et plus rien à perdre. Mais porter une enfant comanche vers sa maison changeait ce calcul d'une manière qu'il ne s'était pas encore permis d'envisager. Sa cabane apparut à travers les arbres, petite et usée par le temps, de la fumée s'élevant de la cheminée. Il ouvrit la porte d'un coup de pied et porta la fillette à l'intérieur, la déposant sur le sol près du feu. Sa respiration était si faible qu'il devait surveiller attentivement sa poitrine pour la voir se soulever et s'abaisser. Il lui retira ses vêtements mouillés avec des mouvements rapides et efficaces, l'enveloppant dans des couvertures de laine de son lit. Sa peau était glaciale contre ses paumes. Il avait déjà vu des gelures. Le bout de ses doigts et de ses orteils était sombre. Elle pourrait en perdre quelques-uns. Elle pourrait tous les perdre. Elle pourrait ne pas se réveiller du tout. Gideon attisa le feu jusqu'à ce que la cabane devienne étouffante, puis s'agenouilla à côté d'elle et commença à frotter ses membres à travers les couvertures, essayant de forcer la chaleur à revenir dans son corps. Ses paupières papillonnèrent, mais ne s'ouvrirent pas. Une fois, elle émit un son, un petit gémissement qui le transperça comme une lame. Il pensa à son fils, à la fièvre qu'il avait emportée, à son impuissance en voyant la lumière s'éteindre dans ses petits yeux. Cet enfant ne mourrait pas dans sa cabane. Pas s'il pouvait l'empêcher. Mais alors même qu'il s'efforçait, alors même qu'il voyait la couleur revenir lentement sur ses joues, une autre pensée s'insinua dans son esprit comme du givre s'étendant sur une vitre. Quelqu'un la cherchait. Quelqu'un qui suivrait ses traces dans la neige. Quelqu'un qui verrait ses traces mener directement à sa porte. Gideon jeta un coup d'œil vers la fenêtre. L'obscurité tombait vite. La tempête arrivait. Et quelque part là dehors, dans la nature sauvage et gelée, des guerriers cherchaient une enfant qui gisait maintenant inconsciente dans la maison d'un homme blanc. Il regarda de nouveau la fillette. Sa respiration était plus forte maintenant, plus régulière. Elle pourrait survivre à la nuit. La question était de savoir s'il survivrait au matin. Parce que lorsque le soleil se lèverait et que les Comanches viendraient, et ils viendraient, chaque instant de pitié qu'il avait montré ressemblerait à toute autre chose. Cela ressemblerait à un vol. Cela ressemblerait à une agression, et il n'y aurait aucun mot qu'il pourrait prononcer, aucun geste qu'il pourrait faire qui comblerait le fossé entre l'intention et la perception. Pas à temps, pas avant qu'il ne décide de son sort. Les doigts de la fillette se recroquevillèrent légèrement contre la couverture, et Gideon sentit le poids du choix qu'il avait déjà fait. Il ne pouvait pas le défaire, et ne le ferait pas, même s'il le pouvait. Mais le coup arrivait. Il le sentait dans ses os, et il arriverait avec l'aube. La nuit s'étirait comme une blessure qui ne voulait pas se refermer. Gideon était assis près du feu,
observant la fillette respirer. Toutes les quelques minutes, il vérifiait son pouls à son poignet, à son cou, comptant les battements contre les secondes. Trop rapide signifiait la fièvre. Trop lent signifiait qu'elle était en train de partir. Il gardait le rythme stable dans son esprit, un calcul désespéré qui pourrait tenir la mort à distance pour 1 heure de plus. Dehors, le vent hurlait contre les murs de la cabane. La neige s'accumulait contre la fenêtre jusqu'à ce qu'il puisse à peine voir à travers la vitre. La tempête était arrivée comme promis, transformant le monde en un chaos blanc. Personne ne pouvait suivre des traces dans de telles conditions. Pas cette nuit. Mais quand elle passerait, quand le ciel s'éclaircirait et que le soleil se lèverait, chaque empreinte qu'il avait faite serait conservée dans la poudreuse fraîche comme une preuve gravée dans la pierre. La fillette s'agita vers minuit. Un petit son s'échappa de ses lèvres, quelque chose qui aurait pu être un mot dans une langue que Gideon ne parlait pas. Ses paupières papillonnèrent, mais ne s'ouvrirent pas. Il humecta un chiffon et le pressa sur son front. Sa peau était chaude maintenant. Trop chaude. Le pendule oscillant du gel à la fièvre. Il avait déjà vu ça. Le corps se battant contre lui-même, essayant de se remettre d'un froid si intense qu'il avait endommagé quelque chose de profond à l'intérieur. Elle avait besoin de médicaments qu'il n'avait pas. Elle avait besoin d'aide qu'il ne pouvait pas donner. Tout ce qu'il pouvait faire était de la garder au chaud, de la faire respirer et d'espérer que son jeune corps était assez fort pour gagner la bataille par lui-même. Vers 3 heures du matin, Gideon fit du café. Il ne le but pas, mais fixa la porte. Son fusil était appuyé contre le mur, à portée de main. Non pas que cela changerait grand-chose. Si des guerriers venaient en nombre, un seul fusil ne le sauverait pas. Il serait mort avant de pouvoir recharger. La chose intelligente à faire serait de sortir la fillette maintenant. La laisser envelopper dans des couvertures près de la lisière des arbres où elle serait trouvée rapidement. Se distancier complètement de la situation. Les laisser penser qu'elle avait rampé jusque-là par ses propres moyens. Mais elle mourrait en quelques minutes dans ce froid. Et Gideon avait déjà choisi son chemin quand il l'avait soulevée de la neige. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Les yeux de la fillette s'ouvrirent juste avant l'aube, pas complètement, juste de fines fentes qui captaient la lumière du feu et la reflétaient comme des éclats d'obsidienne. Elle regarda Gideon sans reconnaissance, sans peur, sans rien qu'il puisse lire. Puis son regard se déplaça lentement autour de la cabane, observant les murs bruts, les meubles simples, le fusil. Quand ses yeux revinrent sur lui, quelque chose changea dans son expression, pas exactement de la compréhension, mais une prise de conscience. Elle savait qu'elle n'était pas chez elle. Elle savait qu'elle était avec un étranger. Sa petite main bougea sous les couvertures, cherchant quelque chose qui n'était pas là. Une arme peut-être, ou un talisman, quelque chose de familier dans un monde devenu impossible du jour au lendemain. Gideon leva ses mains vides, paumes ouvertes, le geste universel de paix. La fillette le regardait avec des yeux bien plus vieux que ceux que 8 ans devraient contenir. Elle ne parla pas. Lui non plus. Quel mot pourrait combler ce fossé? Quelle langue pourrait expliquer le choix qu'il avait fait et le danger qu'il avait créé pour eux deux? Dehors, la tempête se calmait. Le hurlement du vent était tombé à un gémissement, puis au silence. À travers la fenêtre, la première lueur grise de l'aube commença à se répandre sur la neige. La fillette la vit aussi. Son corps se raidit sous les couvertures et sa respiration s'accéléra. Elle essaya de s'asseoir, haleta de douleur dans ses membres et retomba. Puis elle fit quelque chose qui glaça le sang de Gideon. Elle regarda vers la porte et murmura un seul mot. Un nom, pensa-t-il, répété 2 fois, doux et urgent, une prière ou un avertissement. Et quelque part au loin, étouffé par la neige, les murs et les derniers vestiges de la tempête, vint le son que Gideon redoutait depuis le moment où il l'avait trouvé. Des chevaux, plusieurs chevaux, se déplaçant rapidement dans la poudreuse, réduisant la distance. Ils étaient là. Gideon bougea sans réfléchir. Il attrapa la fillette du sol, avec les couvertures et tout, et ouvrit la porte arrière d'un coup de pied. Le froid le frappa comme un poing, mais il courait déjà dans la neige jusqu'aux genoux vers la grange. La cabane était un piège avec une seule porte et des fenêtres trop petites pour s'échapper. La grange avait de l'espace, des sorties sur 3 côtés, des endroits pour se mettre à l'abri si tout tournait mal. La fillette émit un petit son contre sa poitrine, confuse ou effrayée, mais ne se débattit pas. Elle était trop faible pour ça. Derrière eux, le bruit des chevaux s'intensifia, venant de l'est, où le sentier principal traversait la propriété. Gideon défonça la porte de la grange et déposa la fillette dans un tas de foin près du mur du fond.
Elle leva les yeux vers lui avec ses yeux noirs qui semblaient voir à travers lui jusqu'à ses os. Il leva une main, le geste clair même au-delà du langage. Reste ici. Ne bouge pas. Elle ne répondit pas, se contenta de resserrer les couvertures et de le regarder. Gideon attrapa une fourche au mur, plus pour l'apparence que pour l'usage, et se dirigea vers l'avant de la grange. À travers l'interstice de la porte, il pouvait les voir maintenant. 6 cavaliers émergeant de la lisière des arbres comme des ombres prenant forme. Ils se déplaçaient en formation, entraînés et précis, se déployant à mesure qu'ils approchaient. Des chevaux de guerre, pas des bêtes de somme. Des hommes habillés pour la chasse, pour la traque, pour la violence si nécessaire. Le cavalier de tête était large d'épaules avec des mèches grises dans ses longs cheveux. Son visage était marqué de cicatrices qui témoignaient de batailles survécues. Il leva une main et le groupe s'arrêta à 50 pieds de la grange, formant un demi-cercle qui bloquait toute sortie visible. La grange était encerclée et la respiration de Gideon était forte et rapide, embuant l'air froid. C'était le moment que la fillette avait craint, le moment qu'il savait imminent depuis qu'il avait enroulé son manteau autour d'elle dans la neige. Ils restaient là, sur leurs chevaux, parfaitement immobiles, attendant quoi? Gideon ne le savait pas. Qu'ils se montrent, qu'ils fassent du mal à leur enfant, qu'ils fassent le premier faux pas pour qu'ils puissent justifier ce qui allait suivre. Ils pouvaient sentir leurs yeux sur la grange, pouvaient sentir la tension dans leur immobilité. L'un des plus jeunes guerriers avait déjà un arc bandé, une flèche encochée, mais pas tendue. Un autre avait un fusil sur ses genoux, les mains lâches, mais prêtes. Ils n'étaient pas là pour discuter. Ils étaient là pour leur enfant, et rien d'autre ne comptait. Gideon regarda de nouveau la fillette. Elle s'était redressée contre le mur, son petit visage pâle mais alerte. Elle fixait la porte, et il pouvait voir ses lèvres bouger, formant des mots trop bas pour être entendus. Puis elle fit quelque chose qui changea tout. Elle essaya de se lever. Ses jambes cédèrent immédiatement, la renvoyant dans le foin avec un hoquet de douleur. Mais elle essaya de nouveau, serrant les dents, forçant ses membres gelés à obéir. Elle essayait d'aller vers eux, d'essayer de se montrer, d'essayer de prouver qu'elle était en vie. Gideon se dirigea vers elle, les mains tendues, dans l'unique intention de la stabiliser. Mais de l'extérieur vint un cri, sec et autoritaire, le bruit des chevaux qui s'agitaient, des armes qu'on préparait. Ils avaient vu du mouvement à travers les interstices des murs de la grange. Ils l'avaient vu s'approcher de l'enfant, et à ce moment-là, sans mots, sans armes, sans aucune chance de s'expliquer, tout ce qu'il avait fait pour lui sauver la vie ressemblait à toute autre chose. Le guerrier de tête descendit de cheval d'un mouvement fluide. 4 autres suivirent. Ils entraient, et Gideon se tenait entre eux et leur fille avec une fourche dans les mains, et aucun moyen de leur faire comprendre qu'il était la raison pour laquelle elle respirait encore. La porte de la grange explosa vers l'intérieur avec une force qui envoya des éclats de bois voler. Le guerrier de tête entra le premier, se déplaçant avec la violence contrôlée d'un homme qui avait fait cela 100 fois auparavant. Ses yeux balayèrent l'intérieur d'un seul regard rapide, identifiant les menaces, les sorties, les armes. Ils se fixèrent sur Gideon, puis sur la fourche dans ses mains, puis sur la petite silhouette derrière lui dans le foin. Le visage du guerrier ne changea pas, mais quelque chose dans sa posture se modifia. Un raidissement des épaules, un subtil repositionnement du poids. Il se préparait à tuer. Gideon laissa tomber la fourche. Le métal heurta le sol en terre battue avec un bruit sourd qui semblait incroyablement fort dans le silence glacial. Il leva lentement les mains, paumes ouvertes, doigts écartés. Le langage universel de la reddition. Mais la reddition n'était pas ce que le guerrier voyait. Il voyait un homme blanc se tenant entre lui et son enfant. Il voyait des couvertures qui pourraient cacher des blessures. Il voyait une situation qui n'avait qu'une seule explication logique, et cette explication se terminait avec le sang de Gideon dans la neige. La voix de la fillette trancha la tension comme un couteau. Petite et faible, mais urgente. Elle parla rapidement dans sa langue, les mots se bousculant les uns les autres alors qu'elle se poussait en avant dans le foin. La tête du guerrier de tête se tourna brusquement vers elle. Pour la première fois, l'émotion fissura son expression de pierre. Un soulagement, brut et immédiat. Il se dirigea vers elle, 2 longues foulées qui comblèrent la distance. Puis il s'arrêta. Elle était enveloppée dans les couvertures d'un homme blanc. Ses vêtements mouillés étaient suspendus à un clou près du mur, fumant dans la chaleur relative de la grange. Elle avait été déshabillée, changée, manipulée. La main du guerrier se déplaça vers le couteau à sa ceinture. Derrière lui, les autres guerriers se déployèrent, formant un mur entre Gideon et la seule sortie.
L'un d'eux avait maintenant son arc tendu, la flèche visant la poitrine de Gideon. La distance était d'environ 15 pieds. À cette portée, il ne manquerait pas. La fillette parla de nouveau, plus fort cette fois, sa voix se brisant sous l'effort. Elle pointa Gideon avec une petite main, puis elle-même, puis fit un geste que Gideon ne comprit pas. Le guerrier de tête la regarda, puis Gideon, puis de nouveau elle. Quelque chose passa entre eux. Une question posée et une réponse donnée. Mais quoi qu'elle ait dit, cela n'avait pas changé les mathématiques de la situation. Gideon était toujours un homme blanc qui avait pris une enfant comme ange, qui lui avait enlevé ses vêtements, qu'il avait gardé toute la nuit dans sa grange. Peu importaient ses mots, peu importaient ses intentions, les faits s'arrangeaient en une histoire qui n'avait qu'une seule fin. Le guerrier parla pour la première fois. Sa voix était profonde et contrôlée. Chaque mot mesuré comme une lame qu'on tire. Gideon ne comprenait pas la langue, mais il comprit le ton. C'était une question, ou peut-être une accusation. Peut-être les deux. Gideon pointa la fillette, puis le sol, faisant un geste comme quelque chose qui tombe. Il pointa le feu visible à travers la porte de la grange, puis enlaça ses bras autour de lui et frissonna. Il essayait de mimer l'histoire. Fillette dans la neige, amenée à la chaleur, sauvée du froid. Le guerrier regarda sans expression. Puis il se tourna vers l'un des hommes plus jeunes et parla rapidement. Le jeune guerrier s'avança, contournant largement pour ne pas se mettre entre l'archer et Gideon. Il s'agenouilla à côté de la fillette, la vérifiant attentivement. Ses mains se déplaçaient sur ses membres avec une efficacité pratique, le contact de quelqu'un qui avait déjà évalué des blessures. Il regarda ses doigts et ses orteils, assombris par les gelures, mais pas noirs, encore récupérables. Il examina son visage, son cou, cherchant des marques qui n'étaient pas là. Puis il leva les yeux vers le guerrier de tête et parla. 3 mots, calmes et factuels. Les yeux du guerrier de tête se fermèrent un bref instant. Quand ils se rouvrirent, une partie de la tension meurtrière s'était dissipée de ses épaules, mais pas entièrement. Loin de là, car la fillette était peut-être vivante, peut-être indemne. Mais cela n'effaçait pas le problème fondamental, Gideon l'avait prise. Et maintenant, il devait décider du prix de ce choix. La fillette parla de nouveau. Cette fois, elle ne regardait pas son père. Elle regardait Gideon. Sa petite main sortit des couvertures, ses doigts s'étirant vers lui à travers l'espace qui les séparait. Elle dit quelque chose, 2 mots répétés 2 fois avec une inflexion qui ressemblait presque à de la gratitude. La mâchoire du guerrier de tête se crispa. Il s'avança et prit soigneusement la fillette dans ses bras. Elle enroula ses bras minces autour de son cou et enfouit son visage contre son épaule. Pendant un instant, les yeux du guerrier se fermèrent. Et Gideon vit quelque chose qu'il reconnut dans les traits de ce visage balafré. La terreur d'avoir failli perdre un enfant, le soulagement de le tenir à nouveau. Le guerrier la tenait comme si elle était faite de verre, comme si en la serrant trop fort, elle pourrait se briser. Puis il tourna de nouveau ses yeux sombres vers Gideon. Et la gratitude que Gideon avait osé espérer n'était pas là. Seulement le calcul, seulement la prudence. Le guerrier porta la fillette vers la porte, lui parlant doucement dans leur langue. Les autres guerriers commencèrent à reculer, maintenant leur formation, mais créant de l'espace pour que leur chef sorte. Cela aurait dû être la fin. Ils avaient ce pourquoi ils étaient venus. Ils pouvaient partir. Mais l'un des plus jeunes guerriers dit quelque chose de sec et pointa le sol près de l'endroit où la fillette avait été allongée. Le guerrier de tête s'arrêta, se retourna, regarda. Là, dans le foin, se trouvait une petite sacoche en cuir à moitié cachée par les couvertures. Le guerrier déplaça la fillette dans ses bras et fit un geste du menton. Le jeune homme ramassa la sacoche et l'ouvrit avec précaution. Il en sortit ce qui ressemblait à des herbes séchées enveloppées dans un tissu. Des médicaments. Des médicaments traditionnels que la fillette devait porter quand elle s'était perdue. L'expression du guerrier s'assombrit. Il regarda Gideon et parla. Le ton avait changé. Plus dur maintenant, plus exigeant. Il répéta les mots, faisant un geste vers la sacoche, vers la fillette, vers Gideon. Gideon secoua la tête, ne comprenant pas. La main du guerrier retourna à son couteau. L'un des autres hommes traduisit, parlant un anglais approximatif avec un fort accent. Où toi trouvais-elle, montrez. Ce n'était pas une demande. L'esprit de Gideon s'emballa. Il voulait savoir où il l'avait trouvée. Pourquoi? Pour vérifier son histoire. Pour voir s'il y en avait d'autres.
pour comprendre comment elle était arrivée si loin de l'endroit où il se trouvait. Il pointa vers le nord, vers la clairière avec le chêne. Le guerrier l'étudia pendant un long moment, puis donna un ordre sec. 2 des guerriers se placèrent de chaque côté de Gideon. Il voulait qu'il les y conduise. Maintenant, avec des hommes armés dans son dos et aucune garantie qu'il le laisserait revenir. Mais la fillette parla de nouveau depuis les bras de son père. Elle pointa Gideon, puis elle-même, puis fit un mouvement de bercement. Elle leur racontait ce qui s'était passé, comment il l'avait porté, comment il l'avait sauvé. Le guerrier de tête écouta, son visage indéchiffrable. Quand elle eut fini, il resta silencieux pendant plusieurs battements de cœur. Puis il regarda Gideon avec des yeux qui contenaient quelque chose de différent. Pas de la confiance, exactement, mais peut-être l'absence d'hostilité active. C'était le plus que Gideon pouvait espérer. L'un des guerriers amena un cheval. Le guerrier de tête monta prudemment, installant la fillette devant lui, enveloppée à la fois dans ses couvertures et dans sa propre lourde robe. Elle paraissait si petite contre sa large poitrine, si fragile mais vivante. Ses yeux trouvèrent Gideon une dernière fois, et elle leva une petite main dans un geste qui aurait pu être un au revoir ou autre chose, quelque chose qui reconnaissait une dette qui ne serait jamais exprimée à voix haute. Le guerrier regarda Gideon du haut de son cheval. Il prononça 3 mots dans sa langue, lent et délibéré. Puis il tourna son cheval et partit vers la lisière des arbres, la fillette en sécurité dans ses bras. Les autres guerriers suivirent, leur formation serrée et protectrice. Ils ne regardèrent pas en arrière. En quelques instants, ils disparurent dans la forêt, ne laissant que des traces dans la neige et l'écho des sabots s'évanouissant dans le silence. Gideon se tenait seul dans l'embrasure de la porte de la grange, ses mains tremblant encore de peur, de froid et de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. C'était fini. Il avait survécu. La fillette vivrait. Mais alors qu'il se retournait vers sa cabane, alors que ses yeux balayaient sa propriété jusqu'à la lisière des arbres où ils avaient disparu, il vit quelque chose qui lui glaça le sang. De nouvelles traces dans la neige. Pas de la direction d'où les guerriers étaient venus. De l'ouest. Plusieurs paires, des bottes lourdes, et elles menaient droit à sa cabane. Des hommes blancs avaient été là pendant qu'il était dans la grange, pendant que les guerriers étaient à l'intérieur, et ils avaient tout vu. Gideon suivit les traces des yeux, comptant les empreintes de bottes dans la neige fraîche. 4 hommes, peut-être 5. Ils s'étaient approchés depuis la crête ouest, se déplaçant avec précaution, utilisant les arbres pour se couvrir. Ils s'étaient arrêtés à la lisière de la clairière, d'où ils auraient eu une vue dégagée sur la grange. Ils avaient observé toute la confrontation, observé les guerriers comment encercler sa propriété, les observer entrer dans sa grange, les observer repartir avec la fillette. Et maintenant, ces mêmes hommes savaient que Gideon Pratt avait hébergé une enfant Comanche, qu'il avait laissé des guerriers quitter ses terres sans tirer un seul coup de feu, qu'il avait choisi la pitié plutôt que la loyauté envers les siens. Dans un territoire où la confiance se mesurait en sang, et où chaque choix avait des conséquences, il venait de se peindre une cible dans le dos que nulle explication ne pourrait effacer. Il marcha jusqu'à l'endroit où commençaient les traces, les suivant en retour vers la crête. Les hommes n'avaient pas essayé de cacher leur présence. Les empreintes étaient profondes et négligentes, laissées par des gens qui ne craignaient pas d'être suivis. Sur la crête, les traces continuaient vers l'ouest, vers la colonie, vers la ville, vers des gens qui entendraient cette histoire et la transformeraient en quelque chose de pire encore. Gideon se tenait là dans l'air froid du matin, son souffle formant des nuages, et sentit le poids de l'isolement s'abattre sur lui comme une chose physique. Il avait déjà été seul, mais c'était différent. C'était le genre de solitude qui venait avec le fait d'être marqué comme un traître. Le genre qui se terminait par une corde ou une balle, ou simplement par être chassé dans l'hiver pour y geler. Il retourna à sa cabane et verrouilla la porte. Il posa son fusil sur ses genoux en s'asseyant sur la chaise face à l'entrée. Le feu s'était réduit à des braises. Il ne le raviva pas. Il resta juste assis là dans le froid grandissant et pensa aux choix et aux conséquences, et à l'espace étroit entre faire ce qui était juste et survivre à ce qui suivait. La fillette était en vie, c'était ce qui comptait, mais le coup était encore en train d'être calculé. Et il avait le sentiment que la note arriverait plus tôt qu'il ne le souhaitait point. Les heures passèrent. Le soleil monta plus haut, transformant la neige en un champ d'un blanc aveuglant. Personne ne vint. Mais cela ne signifiait pas qu'il ne viendrait pas. Vers midi, Gideon l'entendit. Des chevaux, encore. Plusieurs chevaux arrivant rapidement de l'ouest. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda à travers l'interstice des volets. 6 cavaliers, des hommes blancs.
Il en reconnut 3 de la ville. Des colons qui élevaient du bétail dans la chaîne nord. Des hommes durs qui avaient perdu leur famille dans des raids au fil des ans. Des hommes qui voyaient chaque Comanche comme un ennemi, et chaque homme blanc qui les aidait comme quelque chose de pire encore. Ils chevauchèrent droit jusqu'à sa cabane et s'arrêtèrent en ligne face à la porte. Celui de devant s'appelait Daltonkin. Il avait une cicatrice qui courait de son œil à sa mâchoire, un souvenir d'une bagarre au couteau des années auparavant. Il était connu pour 2 choses, un tempérament vif et une longue mémoire. Dalton ne descendit pas de cheval. Il resta juste là sur sa monture, regardant la cabane comme si c'était quelque chose de malade. Quand il parla, sa voix porta facilement à travers la neige. « Pratt, on doit parler de ce qui s'est passé ici ce matin. » Gideon ne répondit pas. N'ouvrit pas la porte. Ne se montra pas à la fenêtre. Dalton bougea sur sa selle. « On les a vus. On t'a vu les laisser quitter ta propriété. On t'a vu là, debout, comme si tu disais au revoir à de vieux amis. » Les autres hommes murmurèrent leur accord. L'un d'eux cracha dans la neige. Dalton continua, « Maintenant, j'essaie de comprendre ça, Pratt. J'essaie de te donner le bénéfice du doute, alors je te demande de sortir et de t'expliquer. Dis-nous pourquoi on ne devrait pas aller en ville tout de suite et faire savoir à tout le monde que tu héberges l'ennemi. » Les mains de Gideon se crispèrent sur son fusil. Il n'y avait pas de bonne réponse, pas d'explication qui satisferait des hommes qui avaient déjà pris leur décision. S'il leur disait la vérité, ils le traiteraient de menteur ou d'imbécile. S'il restait silencieux, ils supposeraient le pire. Et le pire dans ce territoire, en ces temps, suffisait à faire tuer un homme. Dalton attendit. Comme aucune réponse ne venait, sa voix se durcit. Comme tu voudras. Mais tu devrais savoir quelque chose, Pratt. Tu viens de faire un choix. Et des choix comme ça, on ne les oublie pas par ici. On s'en souvient et on les paie en retour. Les cavaliers tournèrent leurs chevaux et repartirent vers l'ouest, vers la ville, vers des gens qui écouteraient leur histoire et la répandraient comme une traînée de poudre. Gideon les regarda disparaître, sachant que lorsqu'ils reviendraient, et ils reviendraient, ce ne serait pas pour parler. La nuit tomba tôt. Gideon garda le feu bas et la lampe éteinte. Il se déplaçait dans sa cabane dans l'obscurité, vérifiant les fenêtres, la porte, les interstices dans les murs où l'air froid et peut-être des choses pires pouvaient s'infiltrer. Son fusil restait à portée de main. Il l'avait chargé 2 fois, déchargé 2 fois, ses mains se mouvant à travers les gestes familiers tandis que son esprit élaborait des scénarios qui se terminaient tous mal. La colonie viendrait pour lui. Pas cette nuit peut-être, mais bientôt. Il viendrait avec des torchets, des cordes et une colère vertueuse, et il n'y aurait pas de procès, aucune chance de s'expliquer, juste une justice expéditive de la frontière pour un homme qui avait franchi une ligne qui ne pouvait être défranchie. Vers minuit, il entendit quelque chose dehors. Pas des chevaux cette fois. Des bruits de pas doux et prudents, se déplaçant autour du périmètre de la cabane. Gideon se dirigea vers la fenêtre, le fusil prêt, essayant de voir à travers l'obscurité. Une ombre passa près de la grange. Puis une autre. 2 silhouettes, peut-être 3, encerclant sa propriété comme des loups testant un animal blessé. Ils ne faisaient aucun effort pour cacher leur présence maintenant. Ils voulaient qu'ils sachent qu'ils étaient là. Voulaient qu'ils sentent la pression d'être observés. Voulaient qu'ils comprennent qu'il était encerclé et qu'il n'y avait nulle part où fuir. Puis on frappa. 3 coups secs frappaient à la porte qui résonnèrent dans le petit espace comme des coups de feu. Le doigt de Gideon se crispa sur la gâchette. On frappa de nouveau, plus insistamment. Une voix suivit. Pas la voix de Dalton, pas de l'anglais. Le sang de Gideon se glaça. Il se dirigea vers la porte, son oreille pressée contre le bois brut. La voix se fit de nouveau entendre, parlant dans la langue comanche, les mots rapides et urgents. Puis le silence. Gideon attendit, son cœur martelant contre ses côtes. Il ne pouvait pas ouvrir cette porte. Si c'étaient les guerriers revenus pour se venger, il était mort. Si c'était un piège des colons, il était mort. Mais si c'était autre chose, s'ils étaient revenus pour une raison qu'il ne pouvait deviner, alors ne pas ouvrir la porte pourrait être une insulte qui lui coûterait tout. Il fit son choix. Il retira le verrou et ouvrit la porte. D'une fente, le fusil pointé sur quiconque se tenait de l'autre côté. Le guerrier de tête était là. Royce Bannon, bien que Gideon ne connût pas son nom, l'homme qui avait tenu sa fille comme si elle était faite de verre. Mais il n'était pas seul.
2 autres guerriers le flanquaient, leur visage dur et vigilant. Et derrière eux, à peine visibles dans l'obscurité, se trouvaient d'autres formes, d'autres chevaux, d'autres hommes. Royce parla, sa voix basse et contrôlée. Les mots ne signifiaient rien pour Gideon, mais le ton était clair. Ce n'était pas une visite de courtoisie. Royce fit un geste vers les arbres, vers quelque chose que Gideon ne pouvait pas voir. Puis il fit un mouvement avec ses mains que Gideon comprit. Des cavaliers approchaient, nombreux. La compréhension frappa Gideon comme un poing. Les colons n'attendaient pas le matin. Ils venaient ce soir. Et d'une manière ou d'une autre, les Comanches le savaient, les avaient vus se rassembler, les avaient suivis se déplaçant dans l'obscurité vers cette cabane isolée où un homme qui avait sauvé une enfant était sur le point de payer pour cette pitié. Royce parla de nouveau. Sa main faisant de gest sex. Il offre quelque chose, un avertissement ou de l'aide. Ou un combinaison de deux. Mais pourquoi? Pourquoi de guerriers que vaillant filai le tour quelques heures plus tot reviendront pour l'avertir d'un danger? Royce de voir la confusion sur le visage de Gideon car il fit quelque chose d'inattendu. Il toucha sa poitrine, pousse point de Gideon. Pousse fit le même geste de bercement que sa fille avait fait. Un det, citate si tu il de sate. Un det du pour un vi sauvé. Le brute de chevaux monta au loin. Venant de l'ouest. Les colons étant prox maintenant. À quelques minutes tout au plus. Royce parla sèchement à ses guerriers. Ellis se déplacement rapidement. Disparaissant dans les ombres autour de la cabane. Royce regarda Gideon une dernière fois. Son visage balafra indéchiffrable dans la faible lumière. Pousse-il disparat lui aussi dans l'obscurité. Laissant Gideon debout seul dans l'embrasure de sa porte avec son fusil et une situation que venait de devenir incroyablement plus compliquée. Parce que maintenant, les colons chevauchant vers sa cabane, s'attendant à le trouver seul et sans défense. Au lieu de cela, ils étant sur le point de chevaucher dans un piège dont ils ignoraient l'existence. Et Gideon se tenait au milieu de tout cela, sachant que quoi il arrive dans les prochaines minutes. Cela lui sauverait la vie ou y mettrait fin. Le brute de chevaux approchant s'intensifia. La lumière de torches vacilla à travers les arbres. Des voix appelleront dans l'obscurité. Durs et en cholera. Ils étant là. Les colons arrivèrent avec de torches tenues hautes et de fusils sur leurs selles. Hewitt Hams cette fois, pas six. Ils chevauchant en formation série. Leurs visages durs de détermination dans la lumière vacillante. Dalton keen les menate. Son visage balafra torde de droiture. Ils s'arrêtèrent à 30 pieds de la cabane. Se deployant en une ligne que bloquait tout fight. Gideon se tenait dans l'embrasure de sa porte. Fusil en main. Sachant qu'il ne pouvait pas gagner si combat. Hewitt contre un le calcul était simple et brutal. Dalton descendit lentement de cheval. Sa main reposant sur son pistolet. Dernière chance, Pratt. Source pacifiquement et en finira vite. Batstoy etc sera lent. La prise de Gideon se resserra sur son fusil. Il avait fait la paix avec la mort de Annie's auparavant en enterrant sa famille. Mais partir ainsi, trac pour avoir sauvé un enfant. Lui semblait un gaspillage de Annie's chuil lui restait. Il ouvrit la bouche pour parler, pour offrir une défense ou une explication que n'aurait pas d'importance. Pousse les ombres bougerant. Royce sortit de l'obscurité près de la grange. Son fusil était point sur le dos de Dalton. Deux autres guerriers émergeront de derrière la cabane. Un autre apparat sur le toit, l'arc tendu. Trois autres se matérialiseront de la lisière de arbres. Silencieux comme de phantoms. En quelques secondes, les colons se retrouvèrent en cercles par de guerriers comanches que vaillant étaient là depuis le début. Invisibles jusqu'au moment où ils croiseront d'être vus. Les chevaux de colons s'agitèrent nerveusement. Sentant le soudain changement de pouvoir. Dalton se figia. Sa main toujours sur son pistolet. Mais sans le tirer. Un faux mouvement. Etc champ se transformerait en un massacre. Royce parla son anglais approximatif mais assez clair. Partes maintenant. La mâchoire de Dalton se contracta.
La rage et la Paris y disputant sur son visage. Canet regard pas. C'est entre hommes blancs. Royce avanca d'un pas. Son fusil ni vacillant jamais. Il le sauve ma fille, j'ai le sauve. Det pays partes. Le poids de ces mos flottate dans l'air froid. Un vie pour un vie. La loi la plus ancienne que les traits. Les territoires ou les lignes que les hommes traquant entre les peuples. L'un de autres colons. Un plus jeune nommé Curtis. Prit la parole. Dalton en devrait wyaller. Anon vote pas la peine. Le visage de Dalton devint rouge. Il laissa aids. C'est un traitor aux scenes. La voix de Royce trancha la tension comme un lame. Il a aid enfant. Vous voulez tuer porcier? La question resta en suspens. Impossible à répondre sans révéler la laideur au cœur de leur mission. Ils étant venus tuer un pour avoir fait preuve de pitié. Pour avoir choisi el humanite plutôt que la haine. Et maintenant, ils étant forces de regarder ce choix clairement. Sans la distance confortable de la droiture. Lentement, à contre-coeur, Dalton leva les mains loin de son pistolet. Ce n'est pas fini, Pratt. Tu ne pourras pas te cacher derrière us éternellement. Mais il tournait déjà son cheval. Et les autres suivrent. Elles chevauchèrent vers l'ouest dans l'obscurité. Leurs torches devenant de plus en plus petites jusqu'à disparaître complètement. Les guerriers comanches ne bougeront pas jusqu'à ce que le brute de sabots soit complètement évanoui. Puis, un par un, ils se fondrent de nouveau dans les ombres. Royce fut le dernier à partir. Il marqua jusqu'à l'endroit OSE tenait Gideon et Esserita. Pendant un long moment, les deux hommes se regardèrent à travers l'espace que séparait leurs mondes. Royce plongea la main dans son manteau et insortait quelque chose de petit. La sacoche de médecine KSA fit portrait. Il la tendit à Gideon. Quand Gideon la prit, Royce parla dans sa propre langue. Gideon ne comprit pas les mots, mais il comprit le sens. La dette était payée. Elles étant quittes. Royce se tourna et marqua dans l'obscurité. Disparaissant aussi complètement que saul n'avait jamais été là. Gideon resta seul dans le silence que suivit. La sacoche de médecine était douce dans ses mains, portant encore la faible chaleur du corps de Royce. Il regarda sa cabane, sa terre. La neige que fondrait et révélerait rien de ce que s'était passé ici. Les colons reviendraient éventuellement. Ou pas. Les Comanches passeront de nouveau par ce territoire. Ou pas. Mais cette nuit, à cet instant, un enfant était en vie parce qu'il avait choisi la pitié. Et il avait survécu parce que cette pitié avait été remboursée. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas l'amitié. C'était simplement la reconnaissance que certaines dettes transcendent les frontières que les hommes traçant entre eux. Gideon rentra dans sa cabane et ferma la porte. Le feu était complètement idiot. Mais pour la première fois depuis des années, le Freud ni le dérangeait plus autant. Il avait sauvé vie, etc. faisant. Illinois était souvenu de ce que c'était que d'être à nouveau humain. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran maintenant pour regarder un autre conte inoubliable de la frontière. Le courage et la compassion se hurtent de manière inattendue. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer à vous apporter plus de stories comme celle-ci. Votre soutien est tout pour nous.